Alors, je vais peut-être commencer par vous parler de l'exploration. Donc, c'est ceci. Je vous le montre comme ça. J'aurais aimé vous le ramener en direct. C'était donc une exploration de 12 reportages que j'ai réalisés en 2018, 2019, 2017-2018, pardon, au pays d'en haut, sur l'histoire de l'Etiva. En gros, l'idée, c'était de comprendre comment était née l'AOP de l'Etiva, puisqu'en 2019, elle fêtait ses 20 ans. Et on a voulu revenir sur son histoire, en fait, pour ses 20 ans. Alors cette exploration est donc parue courant 2018, août 2019, pardon, mais a été réalisée tout au long de l'année 2018. Donc c'était une longue série de reportages pour laquelle j'avais beaucoup de temps. Alors peut-être ce format d'exploration, le nom paraît nouveau, mais en fait c'est un format assez ancien. Le reportage au long cours, c'est vraiment un format roi du journalisme qui existait déjà dans les années 20, même au début du XXe siècle. On a connu de très grands noms qui ont déjà fait ce type de reportage. Il y a bien sûr Albert Londres qui a donné son nom au célèbre prix de journalisme Albert Londres, Ernest Hemingway qui a fait des reportages, George Orwell aussi, donc qui étaient vraiment des écrivains. On remarquera que c'est beaucoup de noms masculins, mais il y avait bien sûr aussi des femmes déjà à l'époque qui étaient reporters comme ça au long cours et qui avaient cette écriture journalistique. Et puis ensuite, il y avait Nicolas Bouvier, qui est une figure aussi très connue. Donc finalement, le format n'a rien de neuf dans l'écriture. Par contre, ce qui a changé et la raison pour laquelle ce format est revenu au goût du jour dans les années 2010, c'est que tout le contexte de l'information a changé. Au milieu des années 2010, on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire que tout d'un coup, à cause d'Internet, on s'est retrouvés tous noyés sous l'information, avec des informations très courtes, pas très qualitative, on a tous été envahis et une certaine niche de médias se sont dit ok, on va faire de l'info autrement. Au lieu de reprendre des petites nouvelles de façon très courte et superficielle, on va au contraire essayer d'approfondir certains sujets, de se donner du temps d'explorer et de façon pas forcément euh, on va dire, codée comme les news, l'actualité quotidienne, quoi. Et donc, ça a donné plusieurs autres magazines. Hein. Donc, ça, c'était pour ID News, le média qui est né à Genève en 2019. Mais vous avez aussi des MOOC, donc ce même type de format. Par exemple, ça, c'était 21. C'est Patrick de Saint-Exupéry, un grand reporter qui avait lancé ça en France. Il y a aussi eu 7 Infos à Fribourg qui s'est lancé sur ce créneau-là, qui existe toujours, qui fait des longs reportages qualitatifs et qui, comme tous ces autres MOOC, donc souvent ça peut être des très très gros magazines, vous voyez, avec toujours une très belle part pour la photo aussi. Donc l'idée c'est de transformer l'information presque pas en objet d'art, mais disons de donner envie au lecteur de se plonger dans un sujet en ayant quelque chose de qualitatif dans l'écriture et dans l'illustration, en se disant que ce qui va accrocher les gens, c'est de leur raconter une histoire. Donc vraiment de faire attention aux mots, au langage qu'on utilise, parce que tout simplement on emmène la personne autrement dans l'information qu'on veut raconter. Alors du coup, comment on fabrique cette information-là? Est-ce que ça change complètement du journalisme traditionnel? Finalement, on retrouve finalement les mêmes ingrédients, c'est-à-dire qu'on va toujours vérifier l'information, on va toujours la recouper, donc croiser différentes sources pour vérifier une information, on va toujours aller sur le terrain, on va peut-être encore plus aller sur le terrain dans ce cas-là, puisque moi, pour cette exploration, je n'ai pas compté le temps que j'ai mis, mais en tout cas, je suis allée voir plein de gens durant toute une série de semaines, de mois, à intervalles réguliers. Je suis allée dans différentes familles. L'idée, c'était de comprendre l'Etiva dans les années 80, mais aussi aujourd'hui. Donc, pour ça, il a fallu, pour reconstituer cette histoire, il a fallu aller voir des mémoires des témoins de l'époque, mais aussi des jeunes aujourd'hui. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Mais dans la fabrication de cette information-là, pour l'écriture, par exemple,
Je me souviens d'un des conseils que m'avait donné Serge Michel, le rédacteur en chef d'ID News, ce nouveau média qui a donc été lancé à Genève à l'époque. Eh bien, il disait que pour l'écriture, il fallait se baser sur les émotions. Donc lui, c'est sa façon de fonctionner. Et c'est vrai que pour avoir une écriture vivante et presque romanesque, effectivement, on peut se baser sur ça pour ce qu'on ne fait pas dans l'information traditionnelle, où on est plutôt basé sur les faits. Donc ça, c'est un des ressorts d'écriture. Par contre, ça ne suffit pas, bien sûr. On ne peut pas se contenter de l'émotion pour rédiger un texte journalistique. Donc bien sûr, par exemple, quand j'ai un fermier qui me dit, ou un agriculteur qui me dit, j'en peux plus des normes administratives, je suis étouffé, c'est impossible de travailler comme ça aujourd'hui, et qui me le dit de manière très forte, c'est évidemment parfois des expressions typiques, etc. On a envie de retranscrire ça, mais bien sûr, il faut aller vérifier l'information, il faut aller creuser auprès du canton de Vaud, des services de l'agriculture sur comment se sont bâties ces normes au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui est exactement demandé aux agriculteurs, comment ça fonctionne, est-ce qu'ils peuvent faire des choses en ligne, est-ce que c'est toujours du papier, etc. Donc, on va dire ce ressort d'écriture, ou ce côté émotionnel qu'on cherche dans ces formats-là n'empêche pas une information solide, vérifiée, comme on fait pour un autre reportage. Le format particulier que permet le reportage au long cours, c'est que l'avantage, on va dire, c'est que ça permet de sortir des sentiers battus. Si j'avais dû écrire sur les 20 ans de l'AOP pour un quotidien régional, comme j'ai pu faire par le passé, puisque j'ai été journaliste en presse locale avant d'être aujourd'hui indépendante, j'aurais parlé aux institutions uniquement, j'aurais parlé à la coopérative de l'Etiva, peut-être à l'ancien syndic, au syndic actuel. Voilà, j'aurais parlé aux personnes en place. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'en rencontrant différentes familles, j'ai pu rencontrer différentes personnes qui n'ont pas forcément un titre officiel, les enfants de ces familles-là. Et puis, j'ai pu rentrer dans des histoires humaines parallèles, par exemple. Morinti, qui m'expliquait, donc une fille d'agriculteur de la région du Pays d'en Haut, qui m'expliquait que pour elle, ne pas pouvoir reprendre l'exploitation de ses parents, c'était quelque part un peu un crève-cœur, et qu'il l'a dit avec une force et une émotion. Je crois que c'est un des textes qui a été très lu et très partagé. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans ces formats-là, c'est que ça permet on va dire, de sortir des interlocuteurs classiques et des formats classiques qu'on a dans la presse quotidienne. Voilà, donc alors cette chance-là, peut-être c'est aussi une de ces limites de ce format-là, puisque du coup, c'est quelque chose de vraiment très artisanal. Ce journalisme au long cours, c'est en fonction des rencontres, des coups de cœur, des discussions. Donc, il n'y a pas non plus de systématique, il n'y a pas de règles quelque part. On s'est fixé un peu, c'est sûr qu'il fallait retourner dans le passé, aller parler aux anciens acteurs, il faut aller voir la génération d'aujourd'hui, mais entre ces deux pôles, il n'y avait pas vraiment de passage obligé. J'ai un peu pris ce que j'ai trouvé quelque part sur les débats du moment. Voilà, j'ai fait ressortir les discussions que j'ai ressenties sur le moment. Si à l'époque il y avait eu un débat sur les pesticides, peut-être que ça serait ressorti comme quelque chose de très pertinent. À l'époque, le débat ou la discussion que j'ai pu suivre, c'était sur la qualité fourragère, comment nourrir les bêtes dans des alpages toujours plus chargés. Donc ça, c'est une dimension que j'ai fait ressortir à l'époque. Mais s'il y avait eu un autre débat sociétal à l'époque, voilà, si ça avait été les pesticides, peut-être que si je faisais l'exploration cette année, c'est peut-être cette votation sur les pesticides qui serait le cœur d'un des épisodes. Donc c'est pour dire que voilà, il y a aussi quelque chose de très sur mesure, ou qu'on ne peut pas copier-coller, quoi. Alors au niveau des échos qu'on a eu sur cette exploration, j'ai jamais eu les chiffres de vente exacts du magazine. Donc, en tout cas, il y en a 3000 qui ont été imprimés, et c'était la première exploration d'ID News, qui en a fait, je crois, bien une dizaine, peut-être même une quinzaine depuis. En tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup d'échos de milieux très différents. C'est sûr que ça a dépassé le Pays d'en Haut. J'ai vraiment eu des échos du côté de Genève, du Valais, et puis des personnes qui ne sont pas forcément
intéressés à l'agriculture. Il y a vraiment eu tous les milieux socio-professionnels qui ont réagi. Ça a touché des gens dans plusieurs sphères. Et je crois que là, c'était une bonne intuition d'ID News, comme tous ces médias qui sont nés entre les années 2010-2020 et qui ont décidé de partir sur ce format, on va dire, qualitatif et approfondi. Je crois qu'effectivement, il y a tout un public qui est lassé de cette information continue et qui a envie d'autre chose, qui a envie qu'on s'adresse à elle sur un autre ton et effectivement qu'on prenne le temps. Donc je pense que ça a vraiment voilà, rencontré un public qui était prêt pour ça. Et puis pour moi, l'intérêt journalistique, il était évidemment très fort, puisque c'est au cours de cette exploration que j'ai rencontré différentes figures, aussi bien des experts qui ont analysé, que j'ai un peu convoqué pour analyser la situation, mais aussi bien sûr des familles au pays d'en haut. Donc il y a eu la famille Gutknecht, la famille Thi, et puis la famille Mottier, que je n'ai plus quittée depuis, et voilà, qui portait un projet qui était en soi une histoire dans l'histoire et que j'ai décidé de continuer à explorer. On va en parler tout à l'heure, mais je crois que c'est Esther qui va vous présenter maintenant son projet. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions entre-temps. Je vais laisser peut-être les questions venir si on a déjà à ce stade. Ok, s'il n'y a pas d'interrogation, peut-être que je vais laisser Esther présenter son projet. Super, merci beaucoup Camille. Alors, bonsoir tout le monde aussi. Oui, donc Camille, quand elle m'a demandé si j'étais d'accord de faire cette présentation ensemble avec elle, c'était avec plaisir parce que je trouve très important le travail personnellement des journalistes qui ont choisi de vouloir parler des sujets d'une manière plus approfondie. C'est quelque chose qui m'intéresse personnellement beaucoup. Donc, c'est aussi dans ce but-là que nous, on a poursuivi le chemin ensemble avec Camille. Mais pour commencer, je vais déjà vous partager l'écran dans le but de vous présenter un peu le projet. Certains de vous le connaissent déjà assez bien, d'autres, c'est certainement nouveau. Donc, je vais juste partager l'écran avec vous. Donc, voilà. Alors, donc, peut-être pour commencer, notre ferme, alors moi je m'appelle Esther Mottier, on a avec Nicolas, mon mari, et nos 2 enfants, Laura et Alicia, une ferme à Châteaudet. Donc c'est une ferme qui est en biodynamie depuis quelques années maintenant. D'abord on était en bio, puis après on avait envie d'aller plus loin. On s'est intéressé depuis toujours beaucoup au cycle de la nature, de l'environnement, le côté écologie. C'était quelque chose qui nous a beaucoup passionnés, autant Nicolas que moi, dans notre parcours d'agriculteur ou d'agricultrice. Alors moi, comme formation, j'ai fait droguiste à la base. J'ai fait différentes formations continues après dans le domaine de la santé, donc entre autres naturopathe, mais j'ai aussi fait le brevet de paysanne dans le but de cette envie de mettre en valeur ces précieux produits qu'une ferme de montagne ou une ferme des régions du pays d'en haut aussi peuvent offrir, de rendre ces produits accessibles à la clientèle et puis participer d'une manière ou d'une autre au bien-être d'une région. Ça, c'est un peu les choses qui me préoccupent depuis que je suis dans cette région. Si on regarde un peu donc, les autres thématiques liées à votre cercle de vie, donc c'est vraiment l'agriculture durable, ce lien avec l'environnement, la terre qu'on cultive, tout ce qui habite, donc que ce soit nos animaux domestiques, mais évidemment aussi tous les animaux sauvages, les espèces rares, ça c'est toutes des choses qui nous intéressent et passionnent. Après, moi, j'ai fait enseignante en ski pour enfants. Nicolas, il est prof de ski aussi. Donc, le lien avec les personnes ou le tourisme, ça, c'est quelque chose qu'on a fait aussi depuis qu'on se connaît. Donc, ça aussi, c'était intéressant. On a commencé petit à petit. Quand on avait des sorties de ski avec nos clients puis qu'il faisait mauvais temps, très vite, on a fini à la ferme. On a toujours eu cette envie du partage, de montrer aux gens et de les ramener à la terre et à la nature. Après, tout ce qui est lié à l'énergie, ça vous verrez, ça c'est un point qu'on développe beaucoup dans le cadre du projet. Et l'aspect de la santé, vous allez voir tout de suite aussi un peu dans la chronologie. Oh, pardon, c'est dans le faux sens. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça c'est la petite photo de la famille.
après nos produits qu'on fait actuellement à la ferme, donc on monte à l'alpage l'été. On a un cheptel d'une trentaine de vaches pur Simmental. On fait une partie de l'été du fromage de l'Etiva, une autre partie de l'été, on fait des spécialités qu'on vend dans notre magasin à Châteaudet. On a un magasin bio à Châteaudet. On fait de la viande aussi avec nos animaux, les crus. On a un automat à lait cru depuis 2018 à Châteaudet. Et on a également commencé avec la production de légumes, de fruits en permaculture pour tester un petit peu, mais comment on peut compléter l'offre des produits dans cette région et qu'est-ce qui est possible. C'est aussi cet esprit de recherche ou de trouver un peu où sont les limites de cette région, puis qu'est-ce qui est complémentaire à ce qu'on peut offrir. Et nos enfants, Laura et Alicia, eux, ils sont passionnés des poules. Donc, on a aussi différentes anciennes variétés de poules où on vend les œufs après dans nos 2 magasins. Alors, comment est née l'idée? Alors, l'idée, en fait, a été un rêve depuis qu'on se connaît avec Nicolas, c'est-à-dire la ferme de la famille Mottier, elle se trouve vraiment au centre du village de Châteaudet. Et on peut vraiment dire, depuis la première rencontre qu'on a eue ensemble, on a commencé à échanger sur nos valeurs liées à l'agriculture, sur la passion de l'échange avec le consommateur et la clientèle. Et puis après, aussi cet esprit de proximité avec l'environnement, la nature. Et puis avec le fil des années, on a commencé à construire un peu notre propre univers où on a au début vendu de la viande, ça c'était en 2006 qu'on a commencé à vendre notre viande d'une manière directe en téléphonant aux gens du pays d'en haut pour savoir s'ils étaient intéressés d'avoir des paquets mélanges des producteurs de la région. Et puis, en aiguille, les gens, ils nous ont demandé plus en plus de produits. Donc, c'est aussi venu beaucoup par nos clients qui nous ont dit, c'est intéressant, mais est-ce qu'il y aura possibilité d'obtenir des légumes ou des produits liés à la naturopathie? Et du coup, on a évolué un petit peu dans le sens d'agrandir un peu les différentes offres qu'on fait. Donc, on a en 2010, après repris le patrimoine familial du papa à Nicolas, de Michel. Et puis après, en 2011, on a ouvert un cabinet de naturopathie et le premier magasin où on vendait un peu plus de produits. Donc, on complétait justement là, déjà à ce moment-là, avec des produits d'autres producteurs, mais aussi des légumes qui venaient de la plaine. Et puis, on a très vite réalisé qu'il y avait quand même une demande aussi pour les personnes qui avaient des intolérances dans la région. Donc, on a déménagé au village parce qu'à la base, le magasin, il se situait vraiment bien éloigné du village. Et puis, il était ouvert 3 fois par semaine pendant 2 heures. Mais suite aux demandes des clients, puis qu'on voyait qu'il y avait quand même une volonté d'avoir des produits comme ça dans la région, on a fait le pas après en 2012. On est venu au Bosson et depuis 2012, on a notre magasin qui a constamment évolué dans le quartier des Bossons à Châteaudet. Et le cabinet de naturopathie aussi. Au début, j'étais seule. Après, il y a une autre thérapeute qui a rejoint l'équipe. Et puis, ça évolue aussi au fur et à mesure les besoins des gens de la région. En 2018, on a continué avec notre aventure liée à un nouveau lieu qu'on a décidé d'ouvrir un espace où les gens pouvaient découvrir la suite ou la volonté du projet. Donc, le projet, je vous expliquerai tout de suite après, mais ça a commencé déjà en 2010. Donc, ça fait maintenant la 11e année qu'on est en route avec l'idée de faire une future ferme d'accueil sur la ferme qu'on a en main ici à Châteaudet, dans le quartier du Perret. Après, en 2019, là, on a dessiné les premiers plans d'architecture, qu'on a commencé aussi les différentes discussions, le partage avec les gens locaux. On a fait des présentations, on a fait des expositions dans le but de partager nos idées ou nos envies avec la population locale. Et la dernière nouveauté qu'on a fait, c'était l'année passée, pendant le confinement, on a eu beaucoup d'appels de clients du Simmental aussi. Comme vous l'entendez, je ne viens pas de Châteaudet à la base, je viens du Simmental. Et du coup, on a décidé d'essayer à lier la partie suisse alémanique un peu à ce projet de votre cercle de vie, mais aussi de la région du Pays d'en haut. Et on a ouvert un deuxième magasin, une succursale à Zweisimmen, qui est aussi un magasin bio, qui vend des produits du Pays d'en haut, mais qui vend aussi les produits du Simmental, dans le but de créer des symbioses et des forces qui travaillent ensemble. Et là, le dernier point, donc en 2021, là, on est sur la dernière ligne droite pour préparer les dossiers qui sont nécessaires
quand vous voulez créer de l'accueil à une plus grande échelle à une ferme, ça nécessite toute une procédure d'autorisation vis-à-vis de mise en conformité des zones. Donc, on est en zone agricole maintenant. Le projet ne peut pas être accueilli dans une zone agricole. Donc, depuis 2012, il y a des discussions avec le canton, aussi avec les autorités de la région, pour pouvoir obtenir des autorisations pour faire ce projet à la ferme. Voilà, donc le but de tout ceci, c'est vraiment de créer ou agrandir cet univers dans un lieu de rencontre où l'humain peut rentrer en contact direct avec les animaux, la nature et créer ensemble des synergies. On est convaincu que si les gens ou les consommateurs ont la possibilité de vraiment observer de près, de vivre quelque temps aussi à une ferme, de manger des produits et voir directement la manière comme les produits ou de la provenance des produits à côté, ça donne plus envie de s'auto-responsabiliser et puis d'aller dans la direction de la protection de l'environnement et d'une agriculture durable. Voilà, alors ça, vous voyez, ça c'est notre logo, mais c'est à la fois aussi les différents secteurs qu'on développe. Donc, vous avez vu jusqu'à présent, il y a 2 magasins, la ferme, toute la partie santé et puis l'espace durable avec le magasin deuxième main qui est existant. Et dans le futur, il y a des secteurs qui vont être complétés. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, il est prévu qu'on fasse aussi de l'énergie renouvelable à travers une station individualisée en biogaz. Donc, il y a aussi cette envie de contribuer à un besoin énergétique à travers les matériaux qui sont déjà présents sur une ferme. Après, le secteur jaune que vous voyez là, ça, c'est toutes des choses qu'on n'a pas encore développées maintenant, mais que c'est prévu de le faire dans les futurs bâtiments qui vont être construits. Donc, l'idée, c'est de créer 2 nouveaux bâtiments qui a au centre la ferme et superposer à cette ferme une partie accueil avec un restaurant holistique et des chambres d'hôtes et des salles de séminaire. Donc, ça, c'est tout un nouveau secteur et c'est surtout pour ce secteur-là qu'il y a toute une démarche d'autorisation qui est nécessaire. Après, toute la partie orange, ça, c'est tout ce qui est lié aux événements. Donc, déjà maintenant, on fait des événements à la ferme. On fait, par exemple, le brunch de 1er août à l'alpage. Là, on est toujours entre 400 et 500 personnes qui viennent bruncher et manger des produits du terroir à l'alpage. Il y a aussi, on a fait des marchés de Noël à la ferme. Donc, toujours ce côté faire des choses à la ferme, ça, c'est vraiment nous. Après le secteur rose, vous avez une partie qui est existante, donc le magasin deuxième main existe, les magasins bio aussi, mais tout un secteur formation qui est prévu où les gens peuvent faire des formations continues dans le domaine de l'agriculture, la durabilité et le secteur de la santé. Le secteur violet, ça c'est quelque chose qui est nouveau en partie. Donc on a une esthéticienne naturelle qui travaille déjà avec nous pour l'aspect de la beauté, mais tout le côté événementiel lié à des fêtes de famille comme les mariages ou les anniversaires qui est prévu et aussi un wellness naturel qui est prévu. Et le dernier secteur, ça c'est le secteur bleu, donc avec tout ce qui est naturopathie, cabinet, là vous avez vu avant, il y a déjà une partie qui est active, mais là il s'agit de compléter avec un cabinet de médecine, donc on est en discussion avec des médecins qui travaillent en lien avec la médecine parallèle et la médecine traditionnelle et qui sont en train de voir s'ils ont une possibilité de collaborer avec nous dans le cadre du projet. Voilà, donc le fondement ou la base de tout ça, vous l'avez, je pense, certainement senti déjà, c'est vraiment la base, c'est l'environnement, la biodiversité, l'agriculture, c'est d'où on vient. Tout ce qui est lié à la nutrition, donc alimentation durable, holistique, selon les saisons. Tout ce qui est sensibilisation, donc amener une autre dimension à la consommation des gens qui ont envie de nous rencontrer. L'aspect culturel, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour nous, c'est très important. Le Pays d'Aon, ceux qui sont du Pays d'Aon savent, c'est une région très riche en culture. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'avait beaucoup passionné quand j'ai atterri en 2002 à Châteaudet et que j'ai vu que c'est une région qui est absolument passionnée à travers sa culture qui est vivante. Donc, il y a encore des cloches qui sont, des snails qui sont faits ici. Il y a l'Inalpe, la Desalpes, c'est quelque chose, c'est une fierté des agriculteurs qui est encore beaucoup pratiquée. Donc, il y a vraiment une volonté et une fierté vis-à-vis de la culture et des traditions qui nous est très chère. Après, le côté bien-être, là, on parle beaucoup du bien-être de la région. Pour nous, c'est aussi dans l'esprit de créer de la valeur ajoutée pour cette région, de créer des places, des postes d'emploi, des
des espaces avec des jardins où les gens de la région ont la possibilité de découvrir les animaux aussi ou d'être à proximité de la nature. Donc, c'est aussi quand même beaucoup basé sur le bien-être de notre région. Et le dernier secteur de la santé qui est ma profession à la base. Alors, l'évolution du projet, je vous montre, on vous a quand même préparé un plan de situation que vous voyez un petit peu d'où on se trouve. Donc, ici en bas, vous avez le quartier des Bossons, c'est au milieu du village de Châteaudet, avec l'emplacement, donc toutes ces terres-là que vous voyez là, c'est les terres agricoles sur lesquelles nous, on a notre cheptel et puis qu'on fait l'agriculture. En tout, il y a une bonne vingtaine d'hectares en SAU. Les bâtiments que vous voyez là, il y a deux qui ont le rond autour. Ça, c'est les deux nouveaux bâtiments qui sont prévus. Donc, un s'appelle Bovino. Ça, c'est le bâtiment qui va remplacer la ferme existante, qui a une forme, comme vous voyez, qui est particulière. Donc, elle est inspirée par les formes organiques de l'environnement, de la nature. Donc, on est la région du Pays d'En, c'est une région où il y a beaucoup de vallons, des collines. C'est très doux comme paysage. Et puis, donc, de là est née cette idée de s'inspirer par l'environnement et puis de donner une forme à ce bâtiment qui représente l'environnement et la nature. Et le deuxième bâtiment va être en l'emplacement où il y a la ferme actuelle et qui va abriter la partie de la santé et puis la réception, l'accueil quand les gens arrivent sur le site. Et ça, c'est vraiment un chalet très typique, traditionnel, vu qu'il s'inscrit sur la partie du village. Voilà, là on vous a mis juste quelques croquis que vous voyez un petit peu à quoi va ressembler le bâtiment qui est surtout particulier. Donc ça c'est Bovino avec ses formes organiques qui a comme idée de créer une fusion contre la partie arrière. Donc vous voyez tout ce qui est vert là, c'est des toitures végétalisées qui se fondent avec le terrain et la partie devant elle s'ouvre et puis elle est avionnée, donc plutôt le côté traditionnel du village. Et ça l'a vu depuis devant. Ça, c'est un photomontage de l'intérieur de la ferme. Donc là aussi, vous trouvez des formes qui sont particulières. Les vaches sont organisées d'une manière arrondie. Il y a de la culture des plantes qui se fait à l'intérieur pour purifier l'air. Donc, ce serait très complexe de vous expliquer tout ça, mais notre idée, donc, le nom Votre cercle de vie, c'est vraiment de travailler en cercle. Tout ce qui est produit est repris et amené ailleurs. Donc, si par exemple, on prend l'exemple du fumier des vaches, le fumier des vaches est pris, il est amené dans une station individuelle de biogaz, crée de l'électricité et crée aussi du gaz pour cuisiner au restaurant, l'électricité pour chauffer et illuminer tout le bâtiment. Et à la fin, toute cette matière est compostée et ramenée sur les champs. Donc, c'est un nouveau circuit qui est fermé. Ou alors les légumes qui sont produits sur le domaine arrivent au restaurant ou au magasin. Et puis après, les déchets qu'on n'utilise pas sont fourragés en partie aux animaux, puisqu'on ne peut pas fourrager aux animaux par dans le biogaz. Donc, c'était vraiment, notre volonté, c'est vraiment d'essayer à pas faire de la perte et utiliser tout ce qui est sur place d'une manière cyclique liée aussi aux saisons. Ça, c'est le deuxième bâtiment, donc Planto. C'est le bâtiment qui va abriter justement la partie santé et qui a une forme traditionnelle. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui est la phase actuelle? Donc, là, on est dans la phase de collaboration avec le canton. On a beaucoup de discussions avec différents services vis-à-vis du canton. Et là, on est sur la dernière ligne droite pour préparer le dossier qui doit partir dans les jours qui suivent après au canton pour la demande de dézonement, donc de mettre en conformité la zone. Voilà, donc c'est une année pour nous maintenant qui est assez particulière parce qu'on arrive à une phase après 10 ou presque 11 ans de travail, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, quand même 9 années de discussions avec le canton aussi. On est très content parce qu'on a l'impression qu'on arrive vraiment à une phase où on arrive à se mettre d'accord aussi avec les services. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est quand même des bâtiments qui ont des formes particulières. Puis c'est très complexe parce qu'on a énormément de différents centres d'activité qui créent des liens. Ça, c'est pas forcément quelque chose d'habituel et ça lève beaucoup de questions et ça demande beaucoup de collaboration. Donc pour nous, on est très concentré, focalisé pour cette dernière phase
Et en parallèle, évidemment, aussi toute la phase des finances. On a des discussions qui ont commencé avec des entreprises qui veulent devenir sponsors et tout ce côté parallèle. C'est très intéressant, très passionnant. Puis, en parallèle de ça, bah, il y a aussi le documentaire Le Pari d'Esther que Camille est en train de faire et ça amène encore une autre dimension qu'on va vous parler maintenant, je pense. Mais pour commencer, je ne sais pas s'il y a des questions maintenant. Je sais qu'il y a énormément d'informations en peu de temps, mais peut-être vous avez des questions. Alors, je vais juste sortir de ça. Voilà. Alors moi, j'ai une question. Votre projet, il est colossal, Esther. C'est incroyable. C'est pas seulement un cercle de vie, c'est aussi un tourbillon de vie dans le pays d'en haut. Comment un projet colossal comme ça est vu de la part de la population, de la part des Damounais? Tu as des échos déjà? Oui, évidemment, on a des échos. Alors, c'est sûr que je dirais il y a comme deux parties. Alors, il y a d'une partie les gens qui sont enthousiastes, qui se réjouissent, qui ont envie que ça avance, qui s'impatientent des fois aussi, mais c'est quand que ça peut commencer, à quoi vous en êtes maintenant. Puis après aussi, bien sûr, ça fait peur aussi. Donc, il y a aussi la partie qu'il y a des gens qui s'interpellent, me disent, mais est-ce que c'est pas un trop grand risque? Il y a des gens qui se font des soucis pour nous, hein. Donc, ils se disent, mais est-ce que vous ne prenez pas un trop grand risque vis-à-vis de votre famille? Est-ce que c'est pas trop lourd de porter un projet comme ça? Après l'intégration, il y a aussi des demandes, mais au sujet de l'intégration, c'est un bâtiment qui n'a pas une forme habituelle, surtout on parle du bâtiment principal. Oui, ça lève beaucoup de questions et on a toujours eu la volonté d'essayer à rester très ouvert. Donc, c'est pour cette raison-là qu'en 2018, on a ouvert l'espace durable où il y a aussi le bureau d'architecture intégré. Donc, c'est vraiment intéressant. On a eu un grand nombre de personnes, de gens qui ont passé dans les bureaux et puis qui ont saisi cette opportunité de nous confronter puis nous demander. Et c'est aussi grâce à ces personnes qui ont le courage de nous confronter qu'il y a des choses qui ont évolué, hein. On a adapté des choses suite à des suggestions, des questionnements, et puis on est constamment en train d'essayer à échanger et garder le projet d'une manière transparente. Aussi en 2019, ouais, il y a une exposition qui a duré 6 mois où le projet était exposé dans une galerie ici à Châteaudet, où les gens ont pu venir d'une manière un peu plus discrètement, sans que nous, on était forcément au courant. Ils sont venus voir, pris connaissance des plans, puis on a eu beaucoup de mails. Vraiment, ça a quand même engendré beaucoup de questions et d'intérêt. Mais je dirais d'une manière générale, le projet, il est quand même relativement bien accueilli. On a eu très peu d'opposition de la région. Le côté opposition ou questionnement plus approfondi, c'est peut-être plus par rapport à des services vis-à-vis du canton, que ça demandait quand même beaucoup de séances de coordination après. Peut-être c'est intéressant aussi, Esther, que tu expliques que de toute manière, vous devez construire une ferme. C'est-à-dire que de toute manière, il y a une construction qui doit se faire. Peut-être pour ceux qui n'ont pas le contexte, c'est quand même important. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est sûr. C'est vrai que là, ce qu'on dit souvent, il ne s'agit pas de la question est-ce qu'on construit ou on ne construit pas. La question, c'est plus qu'est-ce qu'on construit. Parce qu'on a pu montrer, et ça c'était aussi quelque chose qui nous a beaucoup appuyé et aidé vis-à-vis du canton, si on construit aujourd'hui une ferme traditionnelle comme on a l'habitude de les voir actuellement, il y a beaucoup de nouveaux bâtiments ruraux qui sont en phase de construction ou qui ont été construits ces dernières années, c'est souvent des volumes importants parce que, point de vue politique agricole, il y a beaucoup de regroupements aussi des fermes qui se mettent ensemble, des synergies qui se créent entre des agriculteurs qui partagent du coup les tâches et puis qui se soutiennent en se mettant ensemble, mais ça demande des volumes plus importants vis-à-vis de la construction. Et donc là, vis-à-vis de la volumétrie, on ne dépasse pas au sujet surface au sol, emprise au sol, on n'est pas plus grand que si on ferait une ferme traditionnelle en stabilisation libre. Et ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup aidé pour qu'on a aussi montré qu'on n'a pas la volonté. Si on pourrait faire sans construire du tout de la terre, ça serait tout à fait intéressant, mais ce n'est pas possible. Donc, on a vraiment, ces dernières années, c'est aussi pour ça que ça a pris beaucoup de temps, parce qu'il y avait énormément de réflexions, de créer
une multifonctionnalité de chaque lieu. Donc, si on prend l'exemple de l'étable, les vaches sont là pendant la saison d'hiver, mais elles sont quand même à l'alpage pendant 5 mois. Et pendant ces 5 mois, cet espace-là n'est pas vide. C'est un espace qui est utilisé pour du indoor camping, donc des tentes qui vont être montées à l'intérieur, dormir à la paille. Il y a tout un lieu de jeu, indoor, place de jeu pour les enfants l'été. Donc, c'était beaucoup dans cet esprit-là qu'on a pu économiser quand même pas mal de surface au sol. Et c'est ça qui nous aide maintenant à avancer avec ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui ont des questions? Alors, comme personne ne se manifeste, je prends juste la suite. Donc, vous comprenez en voyant la présentation d'Esther que pour une journaliste, c'est du pain béni et qu'il y a 1000 choses à continuer à explorer pour ça, pour comprendre ce projet-là. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'envie, l'idée de faire un documentaire. J'avais déjà envie de montrer un peu ce pays d'en haut en vidéo, puisqu'effectivement, ce dont j'ai pris conscience quand j'ai réalisé cette exploration donc, pour ID News en 2019, c'est qu'effectivement, c'est une région très particulière qui a conservé des traditions, qui est très marquée, qui a une identité très forte. Et c'est ce qui m'a aussi énormément attirée et que j'avais vraiment envie de faire connaître. Je pense que je n'ai pas arrêté de lire et de me documenter sur la région après l'avoir découverte, donc ce lien a continué. Et finalement, ce qui m'intéressait dans l'exploration avec l'Etiva, c'était de comprendre au niveau macro comment une région, avec cette AOP, avait opéré une vraie remise en question. Finalement, s'était lancée dans l'innovation. Et puis, le projet d'Esther, finalement, c'est la même chose, mais au niveau micro, à l'échelle d'une ferme, à l'échelle d'une famille. C'est une remise en question, finalement, du modèle agricole. Peut-être vous avez entendu dans la présentation d'Esther, alors il y a de l'innovation partout, mais il y a des choses qui peut-être font pas tilt tout de suite, mais quand Esther veut faire du maraîchage, par exemple, le maraîchage, dans une région de montagne, dans les Alpes, à 1000 mètres, c'est pas forcément courant. En fait, au fil de l'histoire, c'était plutôt rare, c'est plutôt une région fromagère. Donc simplement le fait de développer la permaculture là-haut, vraiment, d'en faire une ressource, c'est déjà une innovation en soi. Et puis après, bien sûr, il y a tout le projet, mais je veux dire, elle est vraiment, les motifs sont vraiment innovants sur tous les plans. Donc voilà, c'était pour moi évidemment la source du documentaire, c'était de me dire ok, maintenant finalement 20 ans après l'AOP, c'est quoi le futur de cette région et puis comment une famille d'agriculteurs se réinvente. Et donc j'avais envie de suivre ce projet. J'ai donc décidé de lancer ce documentaire. Alors, j'ai au début, bien sûr, présenté mon dossier à la télévision suisse, comme ça se fait très souvent pour des documentaires. C'est le circuit classique avec une maison de production. Le sujet n'a pas été tout de suite retenu, il n'y a pas eu d'intérêt immédiat, mais c'est pas grave. Je me suis dit, c'est pas grave, je veux quand même raconter cette histoire et je veux le raconter maintenant. Du coup, j'ai monté tout un projet de financement. Je vois parmi vous beaucoup de gens qui ont participé au crowdfunding. Merci encore. Ce crowdfunding a été fondamental parce que c'est lui qui a permis de convaincre ensuite des fondations et des donateurs privés. Donc, c'était une étape très importante cet automne. Donc, on a réuni quasiment tous les fonds nécessaires. Le gros challenge, c'était évidemment de tourner cette histoire en même temps que je levais les fonds, donc d'être sur les deux tableaux à la fois. Ça, c'était le challenge. Et puis aussi de tourner une histoire dont on ne connaît pas forcément la suite, puisqu'on est vraiment dans un documentaire, c'est pas un film avec un script écrit à l'avance, on est dans une exploration, mais en direct et en image, donc c'est un peu plus de contraintes techniques. Alors, l'angle de ce documentaire, donc, comme je vous l'ai dit, c'était déjà de suivre un projet innovant, un projet agricole, mais il y a d'autres aspects que je souhaitais mettre en lumière. Le deuxième aspect qui, pour moi, est vraiment très important, c'est Esther. C'était aussi pour moi un portrait de femme, c'est pour ça que ça s'appelle le pari d'Esther, parce que très, très logiquement, je ne peux pas m'empêcher de m'identifier à Esther, on est de la même génération, elle porte un projet colossal, forcément ça m'interpelle, une femme entrepreneur
entrepreneur qui a toutes ces casquettes. Vous voyez, naturopathe, agricultrice, porteuse de projet, architecte, parce que en tout cas, c'est peut-être pas elle qui a dessiné tous les plans dans le moindre détail, mais bien sûr que tu as réfléchi sur les formes de ce bâtiment. Et puis après, il y a toutes les autres sous-dimensions qui sont développées dans ce projet-là. Bien sûr, elle lève des fonds aussi. Donc j'ai trouvé intéressant, j'avais envie de montrer en fait, aussi pour que des jeunes filles de la génération qui arrive derrière, qu'elles puissent tout simplement avoir des modèles, y compris dans le domaine agricole, parce qu'on voit souvent des portraits de femmes entrepreneurs, souvent dans le domaine des startups, dans l'innovation, elles sont très souvent dans les médias, mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup de portraits d'agricultrices d'envergure comme ça qui ont vraiment des projets très ambitieux. Là, on parle quand même d'un projet, je crois que c'est 18 millions de francs ou 20 millions de francs, 50 emplois. C'est quand même particulièrement conséquent. Donc voilà, j'avais vraiment envie de contribuer à mettre en valeur un rôle modèle, quoi. C'était vraiment ça. Et puis de vraiment montrer qu'est-ce qui se passe en fait, comment on fait, quelque part de montrer que c'est ok d'hésiter, c'est ok de poser des questions, c'est ok quand on est entrepreneur de pas savoir, parce qu'en fait c'est ça la vie d'un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a réponse à tout, c'est quelqu'un qui entreprend, qui essaye. Donc j'avais aussi envie de démystifier ce côté-là, et donc c'était d'autant plus important pour moi d'être dans les coulisses, c'est-à-dire d'être là avec cette caméra avant que les choses soient décidées. Je voulais surtout pas venir au moment où le bâtiment se construit et où tout va bien. Parce que c'est ça que j'ai compris dans l'exploration avec l'AOP, c'est que finalement tout s'est joué en 84, 85. L'AOP, elle est arrivée donc de l'Etiva, elle a été obtenue en 99, mais c'est 20 ans de cheminement qu'il a fallu pour arriver à cette AOP. Et à un moment donné, il y a une réunion, une décision dans la coopérative qui a été marquée par des tensions, des conflits, et c'était pas forcément évident de prendre ce risque à l'époque. Et donc j'avais envie de voir, aujourd'hui, quand on est en train de décider de son avenir, quelle discussion, quelle tension, quel risque il y a quand on est en train de parler d'investissements colossaux qui changent le futur de l'agriculture. Et puis l'autre axe que j'avais aussi envie d'ouvrir, c'était la question du futur d'une région. Une région de moyenne montagne dans les Alpes à 1000 mètres, avec la question du changement climatique qui peut plus se reposer sur le tourisme classique, on va dire tourisme de neige en hiver, qui est obligé de repenser tout son modèle. Forcément, un projet comme ça a sa place, ça interroge le futur touristique de la région. Donc, c'est un peu les trois axes que j'avais envie de creuser en parallèle dans cette histoire-là et qu'on essaye de porter. Donc, dans le documentaire, on trouvera bien sûr Esther et son projet, mais peut-être aussi d'autres interlocuteurs qui se prononceront sur ces questions-là. Et puis voilà, c'était un peu ça le challenge. Et puis maintenant, l'objectif, ce sera de faire voir ce documentaire à un maximum de monde. Donc ça sera toute la question de la diffusion. Ça, pour moi, c'est aussi un autre métier, donc une autre casquette qu'il faut que j'acquière entre-temps. Heureusement, je suis très aidée, accompagnée par plusieurs personnes professionnels qui se sont joints au projet. Donc, notre objectif à l'heure actuelle, ce serait de sortir cette histoire sur les écrans des cinémas indépendants cet automne. Alors, je n'ai pas de date précise à vous donner, mais ce sera, on pense, milieu, fin de l'automne, et puis de le sortir en plusieurs langues, pour que ça puisse être vu en Suisse alémanique, au Tessin, bien sûr en Romandie, et bien sûr aussi en France voisine. Donc on aimerait bien diffuser en Alsace, à Paris, sur toute la région, enfin dans les Alpes forcément. Et surtout, l'objectif pour moi de ce film, puisque j'ai monté une association pour le financer, c'est vraiment pas du tout à but lucratif, c'est pour créer des événements et créer des débats. Moi, ce qui m'intéresse en tant que journaliste, c'est le débat public, c'est les discussions, c'est que les gens s'emparent de ces sujets. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que quand il y a une projection, après, on puisse organiser un événement, inviter des personnes sur une des trois thématiques que comporte le film. Et le projet d'Esther permet d'ailleurs beaucoup plus de thématiques. Vous voyez qu'il a vraiment des 18 dimensions, je crois, ou tu nous rediras. Donc voilà, l'idée, c'est qu'après, les gens
en cause, quoi, et que ce soit en fait un support de discussion, que ce soit pour le futur du tourisme, mais aussi dans les écoles, pourquoi pas, l'entrepreneuriat féminin, dans les écoles d'agriculture aussi, puisque c'est un vrai modèle de diversification. Alors, tout le monde ne peut pas se diversifier comme ça, avec des investissements comme ça, mais ça peut peut-être donner des pistes, vu qu'il y a des tentatives qui sont faites, voilà, maraîchage en montagne, biogaz avec le fumier des vaches qui chauffe du coup le bâtiment en lui-même, tourisme et santé, la reconnexion de l'agriculture à la santé. Est-ce que il y a déjà des expérimentations qui se font, mais là, bien sûr, tout est réuni sous un seul toit, donc c'est particulièrement signifiant et fort. Mais voilà, l'idée, c'est bien sûr aussi que peut-être que ça inspire d'autres choses ailleurs. Et puis, pour faire tout ça, pour aller dans ces coulisses et pour raconter tout ça, ça implique que j'ai ma caméra braquée sur Esther, qui est en train de vivre un love story ou une télé-réalité. Alors, c'est pas diffusé en direct, mais qui est obligée de nous accorder en fait sa confiance. Et c'est forcément un gros défi pour elle. Peut-être qu'elle aura envie d'en parler. Mais je ne sais pas si avant de passer à cette dernière partie, il y a déjà des questions sur le film encore de votre part à ce stade. Peut-être juste une petite question. Oui. Camille, tu es très inspirée par Esther, par son projet, tu nous l'as dit, tu nous l'as fait ressentir. Quelles sont tes sources d'inspiration autres qu'Esther? J'entends au niveau journalistique, tu nous as un petit peu parlé des MOOC, justement de ces nouveaux formats qui sont cette information plus qualitative en fin de compte. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, aussi au niveau documentaire filmé, si tu as des choses à conseiller ou tes inspirations. Alors, c'est terrible à dire, mais je suis pas à la base, je ne suis pas une fan d'images. Je suis vraiment quelqu'un qui vient de l'écrit et de la radio. Mon premier diplôme, c'est la radio. Simplement, je me suis mise au documentaire parce que je vois bien que c'est un format qui marche mieux pour engendrer la discussion, pour sortir de la niche en fait, pour sortir des gens qui sont déjà intéressés au bio, etc. Pour toucher vraiment un large public, je me dis que c'est plus simple. Je vois bien quand même que l'image, ça change tout. Mais c'est un langage que je ne maîtrise pas trop. Moi, en termes de vraiment journalistique, je suis très podcast. J'écoute beaucoup de podcasts qui permettent, je trouve, d'approfondir beaucoup ces questions-là. Donc, il y a les podcasts de Victoire Toyon, par exemple, ou La Poudre, c'est des grands classiques féministes, mais qui, moi, en tout cas, ces dernières années, m'ont vraiment remise en question et permis d'avancer parce que c'est des conversations approfondies, justement, mais c'est sur du débat d'idées, mais ça permet de ressortir on va dire du flow quotidien de l'actu. Donc j'aime beaucoup ces verticales comme ça qui permettent d'aller en profondeur. Pareil, au niveau des MOOC, il y a un nouveau MOOC qui est sorti qui s'appelle La Déferlante. Pareil, c'est encore un format, c'est toujours le même format, mais je trouve, pareil, en termes de débat d'idées, ça va assez loin. Sur les documentaires, moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est pas vraiment journalistique. En fait, c'est un artiste qui l'a fait, qui allait suivre une famille en Russie qui vit dans la taïga. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment frappée. Il s'appelle Clément Cogitor et j'ai oublié le nom du film, je vais vous le retrouver. En tout cas, la famille qui vit dans cette forêt est une famille qui vit de manière traditionnelle au fond des bois et qui a toujours vécu en harmonie avec la nature. Et il les suit à un moment clé où ils sont en conflit avec des voisins, parce que même dans ce coin reculé de la taïga, il y a une autre famille. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir que les enfants de ces deux familles sont presque naturellement comme des enfants, ils ont envie de jouer les uns avec les autres. Et puis que ces deux familles, en fait, ont des valeurs très, très opposées, puisque les premiers, par exemple, prélèvent dans la nature un ours par an. Enfin voilà, ils ont vraiment un respect de la nature. Quand ils tuent un animal, ils font une prière, etc. Et puis les autres, au contraire, ramènent ou facilitent la venue de braconniers dans cette région. Donc c'est extrêmement fort, c'est très violent. Mais il a filmé ces gens au plus près. Il a vraiment été embarqué avec eux et c'est un univers. Ce qui m'a plu, c'est que c'était très intime.
très profond et à la fois complètement universel. Donc pour moi, il faut que je vous retrouve le nom de ce documentaire de Clément Cogitor, donc, qui est un documentariste mulhousien, mais ça, je pense que c'est le dernier qui m'a frappé. Il s'appelle Braguino, on vient de me le rappeler. Braguino, Braguino. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une histoire qui m'est restée. Mais sinon, des documentaires sur des thématiques proches, il y en a beaucoup. On pourra aussi vous les mettre peut-être en lien ou voilà, vous les faire suivre pour le parc. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore sur le docu ou sur le projet aussi. Peut-être Esther, tu veux nous raconter ce que c'est de devoir être filmé dans des moments décisionnels, justement au plus près, dans des moments pas toujours évidents. Oui, alors, quoi vous dire à ce sujet? Alors, c'est clair, il y a deux côtés, hein. D'une côté, il y a cette volonté, peut-être pourquoi on a été d'accord de faire ce documentaire, peut-être pour commencer. Alors, moi, je crois vraiment que cette terre, elle a besoin de changement. C'est quelque chose que je crois très fortement. Et quand nous, on avait commencé avec le projet il y a longtemps en arrière, on a aussi un côté un peu naïf, tu vois, que tu te dis, bon, je vais me lancer dans quelque chose et d'ici 3 ans, je me rappelle dans le temps, il y a des gens qui nous ont dit, il vous faut minimum 10 ans pour un projet comme ça. Et moi, ça m'a fait sourire, vraiment. Je pense que ça ne peut pas être possible. Je veux dire, c'est pas si sorcier que ça. Puis après, il arrive le moment que tu commences à réaliser dans quoi tu t'es lancé. Et puis, il y a des moments de résistance, ça lève beaucoup de questions, ça lève le côté de valeur, comme tu as cité avec ce documentaire vis-à-vis famille, voisinage, mais aussi l'interne des familles, ça lève des questions, ça crée des résistances. Et puis on a rencontré quand même beaucoup de gens qui ont eu des magnifiques projets puis qu'ils ont arrêté. Et nous, cette volonté de partager ce qu'on vit, ça vient vraiment du fait aussi d'encourager, de dire, bah oui, voilà, c'est normal qu'il y ait des moments de résistance et qu'il y a des moments qu'on ne sait pas qu'est-ce que le futur va nous amener. On n'a pas du tout la certitude qu'on peut construire ce genre de projet quand on se lance dans une démarche comme ça. Aussi le côté personnel, des fois il y a aussi des rencontres qui ne sont pas évidentes parce qu'il y a des gens qui se sentent agressés. Le fait qu'on fait autrement, ça peut aussi donner l'impression à des personnes qu'on est contre leur manière de faire, qu'alors on a juste choisi, on s'est décidé pour une manière qui partage nos valeurs, mais pas contre une valeur, ce que les autres personnes font, mais ça peut être interprété comme ça. Et c'est en fait un peu l'expérience des dernières années qui nous a amenés dans une situation qu'on a dit c'est important que les gens voient derrière les coulisses et qui peuvent être peut-être aussi encouragés et puis renforcés dans des moments de faiblesse, que c'est normal que des fois il y a des journées de joie puis des journées qui sont plus complexes. Après, au sujet des défis, pour moi, le plus grand défi, c'est vraiment ce côté la transparence vis-à-vis de moi, ça ne me pose pas vraiment un problème, mais de savoir qu'il y a des personnes qui sont interrogées. Tu vois, on en a avec Camille eu plusieurs fois cette discussion. On est dans une phase très particulière, d'un projet très particulier qui est quand on arrive chez des autorités politiques ou aussi aux différents services, on ne peut pas nous mettre dans une case. Donc, c'est déjà assez complexe et puis ça demande un effort assez conséquent des chefs de service ou des personnes responsables de notre dossier de s'ouvrir à quelque chose qui est inhabituel. Et puis après, en même temps, il y a des demandes, est-ce qu'on peut venir filmer? Et ça, c'est que ça m'a quand même créé des moments de stress ou de situations où je dis, oh, j'aimerais pas que des personnes soient froissées, puis que ça peut aussi créer un blocage, que le service nous dit non, alors puisque c'est comme ça, on n'aimerait pas rentrer en discussion maintenant. Voilà, cette incertitude de la réaction des personnes qui sont confrontées à l'extérieur de notre famille, ça, je dirais que c'est l'élément qui était pour moi le plus difficile à gérer.
Et très souvent, évidemment, aussi le côté planning. Donc, moi, je ne sais jamais qu'est-ce qu'il y a demain. Donc, c'est très compliqué à faire un planning. Et ça demande une souplesse absolument incroyable de tout le monde et de réfléchir, OK, alors là, on a cette séance avec lui. Ah, il faut que je informe Camille, il faut qu'elle sache le plus vite possible pour qu'elle puisse organiser son équipe de tournage vis-à-vis du son et de l'image. Donc, bref, ça amène toutes sortes de dimensions en plus que je ne m'entendais pas forcément à l'avance, mais que, ouais, il y a des moments que c'est vraiment très chouette et puis des moments qu'il faut vraiment que je travaille ma confiance en ce qui arrive et puis que ça va déjà aller. Puis, bien sûr, hein, ce sera un autre moment après quand le film va apparaître à les cinémas. Euh, je ne sais pas comment ça va être parce que c'est vrai que moi, je vais le découvrir aussi. Puis cette préoccupation que les gens ne sont pas froids, c'est ça, je dirais que c'est le point qui me tient le plus au cœur et puis qui me fait peut-être aussi le plus peur, que quelqu'un pourrait mal prendre. Après, c'est toujours les choses qu'eux, ils ont dit, mais quand même, je dirais que c'est ça l'enjeu le plus complexe pour moi, pour être filmé dans une phase qu'on est beaucoup mis en question quand même aussi. Après, pour moi, l'enjeu, c'est bien sûr de filmer les coulisses et de comprendre ce qui se joue. Et effectivement, là, il y a une discussion à avoir avec les autorités. C'est à moi vraiment de défendre ce film auprès des acteurs qui sont mis qui sont peut-être mis sous les caméras. Mais pour moi, l'enjeu, c'est aussi de faire un portrait, enfin de montrer des moments charnières. Peut-être que justement, dans 10 ans, ce projet sera là et posera plus aucune question. Ou peut-être que dans 10 ans, Esther, elle sera un acteur, une actrice plutôt particulière de cette région qu'elle aura. En tout cas, moi, j'ai envie justement de montrer ces discussions, ces tensions. Pour moi, c'est vraiment important parce que souvent, justement, je peux reprendre l'exemple de l'Etiva, donc cette AOP, elle fait plus aucun débat. Au contraire, tout le monde en est très fier. C'est sur les t-shirts, les casquettes, les voitures de la région. C'est la fierté, c'est l'identité, cette AOP, quoi. Et pourtant, au début, c'était conflit et tension. Donc, et quand on se réinterroge 20 ans plus tard sur maintenant, on va dans quelle direction avec cette AOP, est-ce qu'il y a des fois des remises en question pour chaque génération, tous les 20, 30, 40 ans, des fois, c'est bien d'avoir la trace des débats ou des discussions qu'il y avait au début pour se dire, tiens, mais en fait, on vient d'où? Pourquoi on a choisi, alors pour le projet, pourquoi on a choisi cette forme? Pourquoi? C'était quoi l'origine du projet? C'était représenter la nature ou vraiment s'intégrer dans la nature. Donc là, tout d'un coup, on a la trace des discussions et de ce qui devient central, quoi, de ce qui. Donc pour moi, bien sûr que c'est délicat, mais je pense que ça a vraiment une valeur au-delà du film et du débat que ça va susciter maintenant. Pour moi, la valeur, elle sera encore plus forte dans 10 ans. J'espère, en tout cas, c'est ce que j'aimerais. Non, après, c'est sûr, il y a aussi toute la partie des contacts qui ont été créés. Donc, nous, on est aussi dans une phase de contact, de levée de fonds, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est nouveau. Ça, c'est un aspect qui est très fort si on communique bien. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des moments, des gens qui pensaient, quand il y avait le crowdfunding, nous, bien sûr, on a partagé le crowdfunding pour le film. Alors, il y a des gens qui nous ont dit, nous, on a participé au projet et qui croyaient que c'était le projet. Donc, c'est aussi ça. C'est déjà un projet qui est très complexe. Donc, le fait qu'on rajoute une couche avec un film, ça nous demande vraiment d'essayer d'être au plus clair dans la communication que possible et on apprend plein de choses à travers ça parce que pour nous, après 10 ans, vous pouvez imaginer, tout devient une évidence. C'est logique, c'est du quotidien pour nous. Et quand on essaye à déchiffrer ça pour des gens qui en entendent parler la première fois, c'est pas tout simple. Mais je dirais il y a vraiment ces deux côtés. Donc, d'une côté, l'apprentissage à travers la manière comment on communique, la clarté de la communication, et de l'autre côté, aussi des opportunités. Donc, on a des gens qui s'intéressent au projet grâce au film que Camille est en train de tourner. Et vice-versa, il y a aussi des gens qui s'intéressent au projet, évidemment, qui sont intéressés par le documentaire, par le film. Donc, je pense que c'est très riche. Je pense on s'est aussi lancé dans cette aventure parce qu'on se connaissait. Je ne suis pas sûre qu'on aurait fait si ça aurait été avec quelqu'un qu'on n'a pas eu déjà faire avant. Camille, elle est venue plusieurs fois pour l'article lié à l'Etiva. Donc, pour nous, ça c'était quelque chose qui nous a renforcé dans ce choix de se lancer dans une aventure, d'accepter qu'on tourne un documentaire vis-à-vis du projet.
Mhm. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Je rebondis juste sur la question de la clarté de la communication. Finalement, ce documentaire, même si tu as déjà été à la radio, tu as déjà été dans les journaux, mais finalement, c'est la première fois que tu es interrogé comme ça régulièrement, publiquement, même si ce n'est pas diffusé tout de suite, mais sur le projet. Et moi, en retour, ce que j'ai trouvé intéressant, ça fait 6-8 mois maintenant qu'on tourne, je vois le vocabulaire qui évolue. Tu as utilisé au début de la conférence là, le mot ferme, tu as encore utilisé un nouveau mot. En fait, à chaque fois, il y a une nouvelle définition de ce projet. Donc, le terme générique, c'est projet. Mais au début, on avait ferme agro-touristique. Maintenant, on est à centre de compétences. Et entre ces deux termes, il y a eu toutes les variations. Parce que forcément, c'est une telle complexité que la réflexion, elle avance. Et c'est ça aussi qu'on filme, cette avancée de cette définition de plus en plus fine. Donc, quelque part, je pense que voilà, ça se nourrit mutuellement, parce que moi, forcément, j'ai des questions. Quand je viens tourner, je ne fais pas que assister. Des fois, on fait aussi des interviews avec voilà. Et puis, toi, de ton côté, ben, tu développes toujours, tu affines. Donc, je pense que les deux, peut-être, se nourrissent vraiment mutuellement. Et ça, effectivement, ben, c'est chouette, quoi. Et tout ce que j'espère, c'est que voilà, on pourra voir cette construction. Enfin, l'objectif, c'est que ça se voit dans le docu, quoi. Mhm. Mhm.